Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Cela ressemble à un demi-tour complet au Moyen-Orient. Annonce ce soir du journaliste d'Axios Barak Ravid, annulation des négociations prévues en fin de semaine entre Iraniens et Américains. Le rendez-vous de vendredi serait donc rayé de l'agenda des diplomates des deux pays. En cause, les exigences de Téhéran de modifier le lieu et le format des pourparlers. Le point d'orgue finalement des tensions récentes, intimidation militaire, chantage diplomatique, l'Iran testé, les lignes rouges de Donald Trump. Ces dernières heures, Téhéran aura multiplié les provocations contre les forces américaines dans le Golfe et en mer d'Arabie, au point d'avoir fait hésiter, puis donc renoncer apparemment le président américain à poursuivre sur la voie du dialogue. Officiellement, le régime parlait de mission défensive, officieusement un message limpide. Toute option militaire aura un coût régional majeur. Entre la dissuasion et l'incident de trop, nous tenterons de nous repérer dans les déclarations des uns et des autres, Washington ayant laissé entendre ces dernières heures que les négociations pourraient porter également sur le dossier balistique. Et si la région ce soir revenait à nouveau au bord du précipice, une édition largement consacrée évidemment à ces développements majeurs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Moyen-Orient, on le savait, tout peut basculer d'un moment à un autre. Les annonces de ce soir viennent nous rappeler combien la situation reste fragile et volatile autour de l'Iran. On apprend donc de Barak Ravid, du site de référence Axios, que les négociations annoncées pour vendredi entre l'Iran et les États-Unis seraient donc purement et simplement annulées. Bonsoir Déborah Benayoun. Bonsoir, vous allez nous expliquer cette effervescence diplomatique et médiatique. Il y a beaucoup d'infos à trier. D'ailleurs, parfois c'est contradictoire. Que sait-on d'abord concernant cette volte-face apparemment des Américains ? Effectivement. Alors David, on va rester très prudent parce que c'est encore assez confus. Les informations tombent au compte-gouttes et effectivement, elles sont un peu contradictoires. Vous l'avez dit, Barak Ravid d'Axios qui a dit que ces négociations étaient tout simplement annulées. On sait, elles étaient prévues normalement ce vendredi à Oman, mais il y a d'autres sources qui estiment aussi qu'il ne s'agit pas encore tout à fait d'une annulation définitive, et ce, si les Iraniens font preuve de souplesse. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est le cœur du différend, c'est la question de savoir si les négociations porteront uniquement sur le programme nucléaire, c'est ce qu'exigent les Iraniens, ou aussi sur la question des missiles balistiques, c'est ce que veulent les Américains. Concrètement, les Iraniens exigeaient que les négociations se limitent à la seule question de leur stock d'uranium enrichi, soit 400 kilos. Or, les Américains, eux, veulent discuter d'autres sujets, on l'a dit, le programme de missiles balistiques, le financement des proxys ou encore la répression contre l'opposition. Donc, pour les Américains, l'Iran, finalement, est revenu sur des accords et c'est ça qui a clos plus ou moins la discussion. Les Iraniens, de leur côté, disent que l'insistance de discuter d'autres sujets de la part des Américains met en danger donc ces pourparlers à Oman. On sait qu'il y a eu plusieurs rebondissements depuis plusieurs jours et même tout au long de la journée. Au départ, les négociations devaient avoir lieu à Istanbul, en Turquie. Finalement, l'Iran a demandé de changer de lieu pour aller à Oman. Les Américains semblaient avoir accepté ce principe de changement de lieu si c'était pour aborder tous les points à l'ordre du jour. Or, on le voit, ce n'est pas ce que veulent les Iraniens. Donc on sent qu'il y a une forme de rapport de force qui se joue presque par médias interposés entre Washington et Téhéran. Alors, on précise que pour le moment, tout ne semble pas complètement fermé. En tout cas, Marco Rubio dit que les négociations sont encore possibles, mais que les Iraniens devront être prêts à aborder tous les sujets. Donc, pour le moment, ça reste encore très confus, même si Barak Ravid dit, lui, qu'apparemment, c'est déjà fait. Il n'y aura en tout cas pas de négociation ce vendredi. Voilà, souvent, c'est vrai qu'il est bien informé. Trump est désormais enclin à une action militaire en Iran. Voilà ce qu'affirment à l'instant des responsables américains à Reuters. Merci Déborah, vous continuez évidemment à suivre tout cela. Pour nous, direction tout de suite Washington avec notre correspondant qui est en direct, Antoine Lard. Bonjour Antoine. D'abord, qu'est-ce qui se dit derrière vous à la Maison-Blanche à Washington ? Parce qu'on sait que Donald Trump avait envisagé déjà de rompre le dialogue après les agressions récentes navales de l'Iran contre les forces américaines. Oui, alors écoutez, pour le moment, il n'y a pas de confirmation du côté de la Maison-Blanche que ces pourparlers sont bel et bien annulés. J'ai contacté la Maison-Blanche ce matin d'abord pour savoir s'ils avaient accepté sur le principe de changer de lieu, d'aller à Oman plutôt qu'en Turquie. Je n'ai pas obtenu de réponse. Mais effectivement, lorsqu'on lit la presse américaine, en particulier le Wall Street Journal, on apprend que hier, Donald Trump a envisagé à un moment de claquer la porte des négociations. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il était ulcéré par les provocations de l'Iran en mer d'Arabie et dans le détroit d'Ormuz. Vous savez
savez que les Iraniens ont envoyé un drone survoler ou tenter de survoler le porte-avions américain, le Abraham Lincoln. Et les Iraniens qui ont essayé aussi d'intercepter un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz. Tout ça n'a pas plu du tout à Donald Trump, qui a donc en coulisses manifestement envisagé de rompre les négociations avant finalement de se raviser. On a vu hier notamment la porte-parole de la Maison-Blanche venir devant les caméras pour dire que la rencontre de vendredi était restée programmée malgré ces provocations, malgré ces incidents, et que Donald Trump restait ouvert à la solution diplomatique. À voir si cette position se confirme aujourd'hui après les dernières révélations du média Axios. On avait cru comprendre en quelques mots, Antoine, que Donald Trump avait accepté l'idée d'un déplacement des négociations d'Istanbul à Oman. Eh bien, apparemment, ce serait ça le point justement de friction, officiellement en tout cas. Oui, alors au-delà du problème du lieu de la rencontre, il y a le cœur du sujet, c'est le périmètre des négociations. Sur quoi exactement on va discuter? Les États-Unis veulent discuter de tous les sujets. Le programme nucléaire, ils veulent vraiment que les Iraniens mettent fin définitivement à leur programme nucléaire, mais au-delà, ils veulent aussi aborder la question du programme balistique, les missiles iraniens. Ils veulent que les Iraniens limitent leur stock de missiles et limitent la portée de leurs missiles pour que ces armes ne puissent plus constituer une menace, notamment pour Israël. Et le troisième sujet sur la table, en tout cas pour les Américains, c'est le financement des milices terroristes comme le Hezbollah ou les Houthis. Washington exige que Téhéran arrête de financer ces milices, mais les Iraniens, eux, n'accepteraient de discuter que sur le nucléaire et que sur une petite partie du nucléaire. Et c'est donc aussi pour cette raison, manifestement, que les discussions ont du plomb dans l'aile. Effectivement, on va suivre tout cela de très près. Merci beaucoup Antoine Vénard pour ces précisions en direct de Washington et de la Maison-Blanche. Avec nous également depuis Washington, on a le plaisir d'interroger ce soir Behnam Bentaleblouh. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. On va revenir quand même sur ce qui a précédé quand même les annonces de ce soir, mais un commentaire, parce que les USA qui claqueraient la porte des négociations ce soir. D'abord, si c'est vrai, évidemment, on prend avec des pincettes, est-ce que ça vous étonne ? Je suis heureux d'être avec vous. Sur la base des rapports, les États-Unis n'ont pas claqué la porte aux négociations. Je le répète, si les négociations n'ont pas lieu en Turquie ou à Oman ou dans un pays tiers, ce vendredi, la raison sera l'entêtement et l'intransigeance et le manque de compréhension des diplomates de la République islamique de l'Iran, combien peu de leviers ils ont à cet instant critique, non seulement de leur propre histoire, mais dans l'histoire plus large des relations américano-iraniennes. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations quand même de responsables américains, notamment Donald Trump serait enclin à une action militaire en Iran? Ça change beaucoup de la tonalité de ces derniers jours où vraiment on semblait miser sur la diplomatie côté USA. Écoutez, nous pensions qu'on était sur le fil du rasoir ou du couteau de l'action militaire pendant tout le mois de janvier. Et puis tout à coup, on a vu ce pivot qui est allé vers la discussion sur le nucléaire et les missiles. La seule raison pour la crise d'aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement de la République islamique, c'est qu'ils ont tué environ 30 000 à 43 000 manifestants en Iran en 2 jours, avec des protestations de plus de 2 semaines et demie, avec 20 jours de blackout Internet. Donc, le président Trump a donné pas une, pas deux, mais au moins 8 ou 9 lignes rouges et qui parlait toujours de cette situation d'insurrection en Iran en disant qu'ils allaient les soutenir. Et donc, le président Trump a promis aux Iraniens d'amener de l'aide. Ensuite, il leur a offert la possibilité de négocier. Ils n'ont pas pris cette main tendue. Donc, maintenant, c'est l'Amérique et le président Trump qui vont devoir faire leurs preuves. Ouais, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un dialogue de sourds en ce moment. Les Iraniens ont affirmé jusqu'à il y a quelques heures, on va négocier uniquement sur le nucléaire et pas autre chose, alors que côté américain, c'était le nucléaire effectivement, mais on souhaitait ajouter le balistique. Est-ce que vous pensez que le problème il est aussi là-dessus, sur le périmètre des discussions? De quoi on va parler? De quoi on doit négocier? Écoutez, je crois qu'il n'y a rien à négocier en réalité. Si vous avez mis 9 lignes rouges et que vous voulez éviter la catastrophe qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire tuer des dizaines de milliers d'Iraniens, entre 33 et 40 000, et donc
Et donc, on n'a que les comparaisons de la Shoah et du massacre de Bab Yar par rapport à ce qui s'est passé. Il n'y a vraiment pas de place pour les négociations, en particulier quand ce régime qui tue autant de personnes chez eux dans la rue a soutenu le cycle de violence contre l'Amérique et contre Israël à l'étranger et facilement ont émis une fatwa aujourd'hui contre le président Trump alors que nous parlons. Donc les messages sont tous mélangés entre l'Iran et les États-Unis. Mais je tiens à souligner pour les téléspectateurs que cette offre n'avait aucun sens dès le départ. Ça a été une proposition comme un geste de bonne volonté de la part de Washington, quand Washington avait déjà promis de soutenir les manifestants en Iran, et tout le monde se tournait vers Washington et attendait de voir si ça allait se faire. Effectivement, donc qu'il y ait ou pas négociation, c'est vrai qu'il y a très peu d'espoir que ça aboutisse à quelque chose, un vrai changement pour les Iraniens, ces négociations. Merci beaucoup à vous, Behnam Ben Taleblou, d'avoir répondu ce soir à nos questions depuis Washington, avec la traduction de Gisèle Abazon. Des experts avec nous également ce soir, Maurice Fergan, que j'accueille, bonsoir, notre analyste politique, ainsi qu'Emmanuel Navon qui nous rejoint. Merci à vous, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Encore une fois, on prend avec des pincettes ces informations, mais est-ce que vous pensez qu'on est en train peut-être d'assister à un tournant ce soir avec cette annonce d'un demi-tour de la part des Américains? Finalement, on annulerait ces négociations avec l'Iran. Est-ce que c'était prévisible aussi, Emmanuel Navon? Je pense que cela est la conséquence directe des provocations militaires iraniennes contre les vaisseaux américains dans le Golfe Persique. Comme votre reportage l'a mentionné, ces attaques iraniennes ou ces tentatives iraniennes d'espionnage contre les vaisseaux américains ne sont pas compatibles évidemment avec un esprit de négociation. Donc, comme je l'avais dit, je crois même hier, le président Trump veut montrer qu'il a tout fait pour laisser la porte ouverte aux négociations, mais il est difficile de négocier avec un pays qui massacre ses citoyens et qui provoque la première superpuissance militaire du monde, qui est aux portes de Téhéran militairement. Donc je pense qu'à ce stade, il faut effectivement se préparer à l'éventualité très réelle d'une intervention armée des États-Unis. Donc vous pensez que ce à quoi on a assisté ces derniers jours, c'est des provocations des Iraniens pour tester les lignes rouges de Donald Trump? Apparemment, c'est un échec quelque part pour les Iraniens? Alors, je ne sais pas quelles étaient les motivations des dirigeants de la République islamique, et je ne sais pas non plus à quel point ces décisions proviennent directement de Khamenei ou de son entourage et du gouvernement iranien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la façon dont cela est perçu par les États-Unis, la façon dont cela a été perçu par le président Trump, c'est une véritable provocation. Et là, effectivement, si les Iraniens souhaitaient négocier avec les États-Unis, ils ont commis une erreur tactique. Une erreur tactique, vous dites aussi, Maurice Fergan, parce que là, quelque part, au vu de ce qu'on entend ce soir, la guerre se rapproche. C'est indéniable. Moi, il me semble que Khamenei n'a pas compris que la situation a changé. On dit que les Iraniens sont les rois de la négociation, qu'ils savent faire traîner les choses, mais ils ont oublié qu'à la tête des États-Unis aujourd'hui, il y a un président qui s'appelle Donald Trump. On n'est plus dans la situation de 2000-2015 où les Iraniens ont négocié pendant plus de 15 ans ce fameux accord sur le nucléaire signé à Vienne, exclusivement centré sur le nucléaire. Ils ont cru qu'ils pouvaient reproduire la même chose. Ils n'ont pas compris que là, il y a une pression militaire et il y a un président qui est à la Maison-Blanche avec une volonté de finalement de ne pas trahir sa promesse. Même si on a un Iran qui est pluriel, comme disait Emmanuel Navon, c'est-à-dire qu'il y a le guide suprême et puis il y a aussi les gardiens de la révolution. Il y a plusieurs voix quelque part en Iran. On ne sait pas trop qui dicte la stratégie. Justement, je crois que le régime des ayatollahs est un peu perdu dans ce contexte et a mal analysé la situation. Mais quand même, faut pas s'émouvoir. Les pourparlers à Mascate sont annulés. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas assister à de nouveaux rebondissements, parce qu'il y a deux choses qui, pour moi, sont importantes. D'abord, le rôle de Oman dans cette affaire. Oman est un médiateur privilégié entre l'Iran et les États-Unis. Ce sont eux qui ont mené les premiers pourparlers secrets pour accorder les deux pays sur le contenu des négociations qui ont mené à l'accord de 2015. Donc, ils ont reproduit ce rôle et surtout, les Iraniens étaient très contents, très satisfaits d'aller à Oman parce que Oman, ça signifiait du point de vue iranien qu'on maintient des négociations uniquement sur certains points du nucléaire, pas plus.
Maintenant, je pense que le dossier n'est pas clos, vu que Witkoff, l'émissaire américain, ne quitte pas la région. Il est censé être jeudi au Qatar, et on sait que le Qatar va encore faire pression pour arracher quelque chose côté iranien. Donc, je n'aurais pas, moi, fermé la porte, même si, du côté américain, on affirme c'est tout ou rien. C'est-à-dire, on négocie les 4 points qui ont été présentés par Donald Trump, c'est-à-dire le nucléaire, le programme balistique, l'aide au proxy et surtout la répression du régime exercée par le régime iranien. Sans ces 4 points-là, les Américains ne sont pas d'accord pour négocier. Donc c'est un petit peu à prendre et à laisser. D'ailleurs, c'est un petit peu la tactique de Trump, généralement, en matière de négociation. Oui, mais on sait que Trump, lui, est aussi est favorable souvent à des compromis. Ouais. Donc, faut attendre. Il y a un rapport de force. Voilà. Il y a un rapport de force en cours et on ne peut pas se prononcer. D'accord avec ça, Emmanuel Navon, c'est-à-dire ce que dit Maurice, la patience stratégique des Iraniens versus l'impatience de Donald Trump. D'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas eu une forme de tactique de Trump pour pousser justement les Iraniens à la faute ces derniers jours? Je pense que c'est moins une différence de patience qu'une différence de pouvoir. Il y a d'un côté une superpuissance avec la capacité de détruire les infrastructures militaires iraniennes, et il y a d'un autre côté un pays ruiné économiquement, isolé régionalement, qui a des soutiens internationaux tels que la Chine et la Russie, mais qui ne valent pas grand-chose. Demandez à Nicolás Maduro ce que valent le soutien de la Chine et de la Russie. Pas grand-chose, évidemment. Alors la Chine et la Russie, évidemment, la Chine a besoin de ces pays du tiers-monde pour ses ressources énergétiques, mais au bout du compte, les États-Unis sont venus prendre Maduro dans sa chambre à coucher au milieu de la nuit, un jour après qu'il ait reçu une délégation chinoise à Caracas. Et par conséquent, l'Iran est en position de faiblesse, tout simplement. Et ce sont les États-Unis qui imposeront leurs conditions. La question est de savoir si Khamenei est prêt à sacrifier l'Iran au nom de son idéologie démentielle, chose que la République islamique ne cesse de faire depuis 1979. C'est ça, l'Iran, c'est vrai, faible politiquement aujourd'hui, isolé, comme vient de dire Emmanuel Navon, mais quand même avec un pouvoir de nuisance qui est considérable. Absolument, mais ça, c'est des régimes autoritaires sur lesquels on ne peut rien fonder. On ne sait pas quelle est la logique qui les mène. Maintenant, je voudrais quand même souligner une chose, il y a eu une rencontre déterminante entre Steve Witkoff et Benjamin Netanyahou, une rencontre qui a quand même duré 3h30, au cours de laquelle Israël a mis les choses au clair. C'est-à-dire la volonté des Américains du tout ou rien, elle n'est pas née il y a un mois. Ça s'est décidé cette semaine, lorsque Benjamin Netanyahou a bien fait comprendre qu'il n'était pas question de négocier uniquement le nucléaire, et que négocier uniquement le nucléaire, ce serait perçu tout simplement comme des concessions à l'Iran. Et cette rencontre a été déterminante. Je crois qu'elle a aussi changé une partie de la perspective des Américains. À votre avis, Emmanuel Navon, à quoi on peut s'attendre pour les heures, les jours qui viennent? Est-ce qu'on peut imaginer encore un demi-tour, une main tendue des Américains? Ou bien là, c'est vraiment un gros coup de pression de la part de Donald Trump? Je pense qu'il faut s'attendre à un dénouement dans les jours prochains. Cette situation ne va pas s'éterniser, elle ne peut pas s'éterniser, parce qu'il en va de la crédibilité des États-Unis, et puis il en va également de leur présence militaire dans la région qui coûte beaucoup d'argent. Et le monde entier a les yeux rivés vers les États-Unis pour savoir ce que va faire le président Trump. Je ne pense pas que le président Trump puisse se permettre de mettre à mal sa réputation et son pouvoir de dissuasion vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis des autres pays rivaux des États-Unis. Donc je ne pense pas que cette situation va s'éterniser, et je pense qu'il faut s'attendre à un dénouement dans les jours prochains. Ouais, d'ailleurs, c'est là-dessus que testent les Iraniens Trump, c'est-à-dire sur la dissuasion, sa capacité à répondre à ces provocations. C'était vraiment l'enjeu de ces dernières 24 heures, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Comme je l'ai dit, il en va de la capacité de dissuasion des États-Unis. Et je pense que Trump a déjà prouvé qu'il était prêt à utiliser la force. Il l'a fait contre l'Iran lui-même au mois de juin 2025. Il l'a fait plus récemment contre le régime du Nicaragua, contre Maduro. Donc je pense que de ce point de vue, Trump a déjà fait ses preuves. Mais si il fait marche arrière, alors là, effectivement, cela mettra très à mal
la crédibilité des États-Unis et leur force de dissuasion. Effectivement, donc c'est un gros enjeu d'image et de dissuasion donc pour les Américains. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Navon. On vous libère. Vous restez un petit peu avec nous, évidemment. Maurice Fergan, on se tourne vers notre expert défense à présent, qui nous rejoint à l'instant, Mathias Inbar. Bonsoir, Mathias. Mathias, on voit bien que ce soir, c'est la région entière qui se retrouve à nouveau sur le pied de guerre. C'est valable aussi pour Israël, même si on sait que le niveau de préparation, le niveau d'alerte était déjà très élevé depuis maintenant plusieurs semaines. Bien évidemment, vous savez, Israël n'a pas attendu. Quand je parle d'Israël, je parle de l'état-major politique, c'est-à-dire le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef du Shabak, le chef du Mossad et le chef des renseignements militaires. Tous se sont déjà rencontrés après le retour d'Eyal Zamir, le chef d'état-major de Washington. Donc, vous savez, il y a un degré de préparation maximal, mais également l'ensemble de l'appareil sécuritaire et l'appareil militaire. On n'attend pas, lorsqu'on négocie ou lorsqu'on prévoit une négociation à l'extérieur du pays, on n'attend pas le résultat de ces négociations pour véritablement être dans un degré maximal de préparation. Et là, ce soir, je peux vous dire effectivement que on regarde très près du côté du Hezbollah, parce que le Hezbollah garde encore une force de nuisance, même s'il est extrêmement affaibli. On garde un regard aussi du côté du Yémen et des rebelles Houthis, qui ont certes arrêté de tirer depuis plusieurs mois, mais qui pourraient reprendre ce soir par un ordre de la part de l'Iran, et on regarde du côté de l'Iran. Donc véritablement, c'est cette guerre multifront dont on parle, souvenez-vous, depuis mai 2023, bien avant le 7 octobre, où il y avait eu un grand exercice. Ça n'a pas changé, la région reste encore enveloppée, véritablement, et Israël reste enveloppé autour d'une même expansion iranienne et de ses proxys. C'est pas parce que l'Iran est affaibli que le danger d'une guerre multifront a disparu. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, je suis en mesure de vous dire que lorsque je pose la question à un officiel du renseignement extérieur israélien, on me répond la chose suivante. Je pose la question, est-ce que Israël a des lignes rouges ce soir? Ils me répondent que les seules lignes rouges, c'est à partir du moment où l'Iran commencera à enclencher des tirs ou à tirer, mais Israël ne déclenchera pas d'opération tant que les Iraniens ne tirent pas. Et à l'autre question de savoir, mais est-ce que vous croyez à ces négociations ou à une possible issue de négociations? La réponse est très claire. Face à un président qui est un occidental et qui est un businessman, vous avez la radicalité et presque le côté messianique de cette radicalité iranienne. C'est deux mondes et deux aspects qui s'opposent. On en est en plein dedans, finalement, ce soir. Ouais, cocktail explosif et donc l'attente stratégique israélienne. D'ailleurs, un petit mot sur ça, Mathias. En termes, d'un point de vue de logistique, on va dire, est-ce qu'on peut dire que ces 6 mini-négociations, ça a permis aux USA et à Israël de gagner du temps, quelque part, en termes de préparation, quoi qu'on dise? Et je vous repose la question, est-ce que vous pensez vraiment que Donald Trump espérait une issue favorable de ces négociations lorsqu'il a déjà l'expérience du fait que les Iraniens ont déjà essayé de rouler le président américains. Ils ont déjà essayé, par exemple, de pousser et le Hamas et le Hezbollah, leur proxy dans la région, de se moquer du président américain. Donc, véritablement, la stratégie est déjà connue du côté de Washington. En revanche, effectivement, le président américain s'est donné tous les moyens de pouvoir dire « c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui mène le jeu ». Ça s'appelle pour l'instant une stratégie à court terme pour dire « c'est moi qui prends les devants » et ensuite, eh bien, on voit à moyen et long terme. Pour l'instant, je peux vous dire que c'est du 50-50 ce soir. C'est-à-dire, d'un côté, on a la possibilité d'une frappe américaine dans laquelle pourraient s'intégrer dans un deuxième temps ou dans un temps et demi les Israéliens, ou alors dans une frappe préventive de l'Iran qui irait jusqu'au bout de sa logique. Pour l'instant, ça se joue encore une fois à 50-50. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Les regards se tournent également du côté du Yémen et du côté du Hezbollah. Ça aussi, il va falloir être très regardant de ce côté-là. Vous ne croyez pas si bien dire, Mathias Inbar. Merci d'abord pour cette analyse. Donc, concernant ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis ce soir, notre expert défense, justement dans le contexte incertain, étendu, on le voit ce soir entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, les Houthis du Yémen ne veulent pas rester en retrait. On vous retrouve, Déborah Benayoun. Rebonsoir, Déborah. Les Houthis qui menacent de reprendre tout simplement leurs attaques contre les navires américains en mer Rouge si Washington attaque Téhéran.
Oui, c'est ce qu'une source qui combat les rebelles houthis au sein des factions yéménites aurait transmis aux Américains. Selon cette source, les rebelles houthis auraient déplacé des dépôts de missiles et des drones et mèneraient actuellement des discussions intensives. Le sujet abordé, ce serait la reprise des attaques contre les navires américains en mer Rouge et en mer d'Arabie si les États-Unis devaient décider d'attaquer l'Iran. On le rappelle, les Houthis se sont abstenus d'attaquer les navires américains depuis le mois de mai dernier, après 2 mois d'attaques américaines contre eux. Tout cela suite à un accord qui avait été conclu entre eux et l'administration américaine sous la médiation d'Oman. Et donc, il semblerait que les attaques sur les navires reprendraient si l'administration américaine décidait de frapper l'Iran. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir où en sont les Houthis concrètement sur le terrain. Est-ce que véritablement ils ont les moyens de leurs ambitions ? On le rappelle, en 2025, les avions et les infrastructures des rebelles Houthis ont subi de lourds dégâts suite aux frappes israéliennes. Il semblerait qu'ils aient réussi à remettre en état les aéroports qui sont situés sur leur territoire, mais les dégâts qui ont été causés aux infrastructures ont empêché la reprise des vols internationaux. La plupart des vols sont normalement destinés à l'aide humanitaire et aux échanges de prisonniers. Le trafic est donc resté très limité, ce qui paralyse aussi évidemment la reprise de l'activité économique. Pour autant, les Houthis restent le principal vecteur de la circulation des marchandises dans le nord du Yémen. C'est ainsi finalement qu'ils financent leurs activités. Et selon le département du Trésor américain, malgré les sanctions et les attaques des 2 dernières années, les Houthis continuent de tirer profit de la vente illégale de pétrole fourni par l'Iran pour un montant de 2 milliards de dollars par an. Voilà, ça fait beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Allez, il est temps de prendre des nouvelles de ce qui se passe au sud d'Israël, du côté de la bande de Gaza. Notre envoyé spécial qui est avec nous, fidèle au poste, Jonathan Serrero. Bonsoir, Jonathan. On va revenir parce qu'il y a eu plusieurs incidents ces dernières heures concernant la bande de Gaza. D'abord, un soldat israélien blessé, un officier réserviste qui a été visé dans le nord de la bande de Gaza par des tirs de terroristes. Racontez-nous. Oui, l'incident a eu lieu la nuit dernière où des soldats de Tsahal opéraient dans le nord de la bande de Gaza, le long de la ligne jaune qui sépare en deux ce territoire gazaoui. Les forces Alexandronie ont repéré des terroristes, des échanges de coups de feu s'en sont suivis et un tir de sniper a grièvement blessé un soldat israélien. Et ce soldat israélien a été transporté vers l'hôpital Soroka de Beersheva. Sa famille a pu être informée de la gravité de ses blessures. S'en est suivi aussi des tirs de chars israéliens qui ont pris pour cible les terroristes du Hamas. Tsahal a riposté la nuit dernière, mais aussi tout au long de cette journée. Et ces ripostes ont abouti à l'élimination de 2 hauts responsables des organisations terroristes palestiniennes en poste dans la bande de Gaza, en l'occurrence Bilal Abou Assi, l'un des commandants de la division Nourba du Hamas, qui avait commandité notamment les infiltrations terroristes dans le kibboutz de Niros. C'était le 7 octobre dernier. Et le commandant de la brigade nord du djihad islamique, Ali Razaini, a aussi été éliminé par les frappes de l'aviation israélienne du côté de Dir el-Balar. C'était donc le commandant de la brigade nord du djihad islamique qui a été éliminé aujourd'hui par l'armée israélienne, David. Voilà, réactivité de Tsahal, Tsahal qui doit justement rester extrêmement vigilant parce que, surprise, encore une fois, on apprend que le Hamas utiliserait des ambulances à des fins terroristes. Oui, là, les forces de Tsahal opéraient dans le nord aussi de la bande de Gaza, du côté de Jabalia, et un document vidéo a été publié, filmé par les forces de Tsahal, où l'on voit les terroristes du Hamas se servir des ambulances de la bande de Gaza pour transférer tout simplement leurs armes d'un hôpital vers les écoles. Le Hamas qui cherche aussi à se renforcer dans la bande de Gaza, mais le Hamas mis en concurrence en ce moment par les milices anti-Hamas, les milices opposées à l'organisation terroriste palestinienne, qui opèrent dans la surveillance du point de passage de Rafah. Certains témoignages de Gazaouis affirment que les milices d'Abu Shebab contrôlent ces allées et venues des personnes à 500 mètres du point de passage de Rafah, et certains sont emmenés vers les forces de Tsahal pour y subir un contrôle. D'autres milices téléphonent, prennent contact avec les Gazaouis
Gazaouis pour leur affirmer que la fin du Hamas est proche et que désormais, c'est eux qui contrôlent le territoire gazaoui. Voilà, en tout cas, Israël 4 qui a déclaré effectivement nous allons mettre fin au Hamas s'il ne dépose pas les armes. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct ce soir de la bordure Israël-Gaza. L'actualité, c'est aussi cette journée de manifestation des orthodoxes en Israël dans plusieurs régions du pays, en parallèle d'une nouvelle journée de conscription justement de jeunes issus de cette communauté. À Kiryat Ono, près du bureau de recrutement de l'armée israélienne, une protestation non autorisée avait débuté très tôt ce matin, rassemblant des dizaines de manifestants opposés donc à l'enrôlement militaire. On voit tout cela avec Sandy Fortis. Nouvelle journée de conscription des jeunes orthodoxes et nouvelle journée de manifestation. Dans plusieurs villes du pays, ils étaient des dizaines à protester contre l'enrôlement dans l'armée des membres de cette communauté, notamment à Kiryat Ono et à Jérusalem. Près des bureaux de recrutement, des manifestants, décrits par la police comme appartenant à des courants extrémistes, se sont rassemblés, criant sur les jeunes qui entraient, s'allongeant parfois sur la route dans le but de bloquer la circulation. La police présente pour assurer la sécurité des lieux est intervenue pour dégager les axes bloqués, permettre la reprise du trafic et garantir l'accès des conscrits au centre de recrutement. Un manifestant a été interpellé pour trouble à l'ordre public. En prévision de ces manifestations, un important déploiement policier avait été mis en place afin de prévenir d'éventuels débordements. Dans un communiqué, les forces de l'ordre ont averti que toute action mettant en danger la population ou perturbant gravement l'ordre public ferait l'objet d'une réponse ferme, pouvant inclure de nouvelles arrestations. Ces manifestations s'inscrivent dans le contexte sensible du débat sur l'intégration des jeunes orthodoxes au service militaire, un sujet qui continue de provoquer de fortes tensions politiques et sociales en Israël. Et c'est l'occasion d'un éclairage ce soir en 3 questions. On a ce soir le plaisir d'interroger le rabbin David Toledano. Bonsoir et merci à vous. Vous dirigez les institutions Tov Hachem et vous faites partie de la nouvelle génération, on va dire, de rabbins très actifs sur les réseaux et notamment votre chaîne YouTube et votre site Tov Hachem. Alors vous-même, vous avez fait l'armée en tant que combattant avec des missions de haut niveau et notamment à Gaza, l'opération Plomb Durci. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas évident de vous classer dans une catégorie précise, Haredi, sioniste religieux. Vous avez un message rassembleur. Alors justement, la première question, une partie de la population en Israël ne comprend pas pourquoi autant de jeunes orthodoxes sont encore dispensés de service militaire, et notamment en période de guerre. Que souhaitez-vous leur répondre ? Alors bonsoir à tous. D'abord, il faut savoir que selon la vision de la Torah, l'étude de la Torah, l'étude même de la Torah, elle représente, en plus des connaissances qu'une personne elle peut acquérir, il ne s'agit pas d'une étude littéraire ou de mathématiques. C'est une étude qui apporte en fait une protection et une vitalité spirituelle au peuple juif. Et on l'a vu à travers plusieurs sources dans la Torah, en commençant par la guerre d'Amalek, où lorsqu'ils ont affaibli leur étude de Torah, c'est là que les ennemis d'Israël ont commencé à arriver. Moshe Rabbeinu lui-même, Moïse, qui lève les mains pendant la guerre pour apporter des forces spirituelles au peuple juif. Yehoshua, Josué, lors de la conquête d'Israël à Jéricho, là-bas, l'ange vient apparaître à lui et lui demande de se connecter à l'étude de la Torah pour réussir la guerre. Donc, il y a sur le côté, sur le plan kabbalistique, il y a une force spirituelle en haut qu'il faut combattre. Et à ce moment-là, on peut arriver à une réussite inférieure, dans les mondes inférieurs dans la guerre. Ça s'est passé à travers toutes les générations. Okay, donc, il y a une coordination entre les deux plans. Je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix, mais ils ont piqué l'idée. En fait, ce qui se passe en haut, il y a une intervention dans les mondes d'en bas. Et il est clair qu'à travers les générations, la tribu de Lévi, elle était là pour aider sur le plan spirituel le peuple juif. Aujourd'hui, on voit une réussite hors du commun, surnaturelle, avec des guerres comme la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, qui ne sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire. On voit le dôme de fer, 95% de réussite, alors qu'en Ukraine, c'est 60%. Le même dôme de fer, les mêmes éléments. Lors de la guerre avec l'Iran, on parle d'une réussite où on s'imaginait, les États-Unis avaient prévu 80 000 morts en Israël, les États-Unis avaient prévu 10% de perte d'avions à chaque attaque israélienne. Il n'y a eu aucune perte. Et Netanyahou lui-même, il précise et il répète de plus en plus que la Torah, elle protège le peuple juif à travers les générations. Donc on parle de personnes qui gagnent 2 à 3 000 shekels par mois, alors qu'ils auraient pu être dans la high-tech et toucher 20 000 shekels. Et ces gens-là sont affairés pour donner une pérennité au peuple juif. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'être intégrés.
excusez-moi. Alors justement, c'est ça, le lien, donc vous dites physique, spirituel, le haut, le bas, mais l'argument courant, on connaît du sionisme religieux, c'est de dire que l'un ne va pas sans l'autre, c'est Torah et combat, avec l'exemple justement de tant de personnages comme le roi David par exemple. Est-ce que ce modèle, vous dites, est valable pour tout le monde aujourd'hui en Israël? Alors en fait, il faut savoir que effectivement, ceux qui sont affairés à l'étude de la Torah, ils donnent leur force, mais la Torah n'a pas une vision pacifiste. Okay, la Torah, elle dit qu'il faut se défendre, qu'il faut aller en guerre, et le roi David lui-même partait en guerre. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier la Torah à 100%, à ce moment-là, il faut qu'ils aillent à l'armée. Moi-même, je l'ai fait, je suis parti à l'armée, et le problème qu'il y avait, c'est que l'armée ne répondait pas aux exigences, aux demandes sur le plan halachique des orthodoxes, plus avant la guerre du 7 octobre, on a eu cette restriction d'une petite armée intelligente, et on a eu le 7 octobre, on a besoin de force, donc de plus en plus des régiments sont mis en place. Mais c'est pas contradictoire. Il faut qu'on ait et l'étude de la Torah et l'armée. L'armée, ça va ensemble. C'est pas est-ce que il faut plus cet avis-là ou un autre, Et depuis la guerre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un manque d'empathie du côté orthodoxe. On a l'impression que, ils sont pas connectés à cette guerre, alors qu'en fait, ils agissent dans les mondes supérieurs. Et effectivement, il n'y a pas de manque d'empathie. Et vraiment, il faut demander pardon à toutes ces femmes qui attendent leur mari ou ces parents qui attendent leurs enfants. Moi-même, je connais cette douleur. Ma femme m'attendait, mes parents. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas aider. Ils sont engagés eux-mêmes dans toutes les couches de la société pour aider. On a l'organisme de Matnat Chaim, par exemple. C'est des dons de reins. 2000 dons de reins, c'est le record dans le monde. Ouais. On a Ichud Hatzala, c'est des bénévoles, etc. Yad Sarah. Alors, pardon, voilà. Je veux dire, effectivement, donc, beaucoup d'engagements civils, et ça, effectivement, il faut saluer l'apport des orthodoxes de ce côté-là. Mais concrètement, pour conclure, c'est la troisième question, vous pensez qu'il ne faut pas espérer que les Haredim, les orthodoxes, accepteront un changement de loi qui leur serait imposé par la force, c'est-à-dire que, quelque part, il faut dialoguer de part et d'autre? C'est ça votre message? Alors, effectivement, par la force, on ne peut rien obtenir. Il faut dialoguer, il faut expliquer cette position du monde orthodoxe. Il faut expliquer au monde orthodoxe cette position. Qu'est-ce que ressent un soldat aujourd'hui lorsqu'il sent que derrière, ses frères ne sont pas avec lui, et comprendre, discuter. Il y avait le Eliezer Shkedi qui était le commandant de l'armée de l'air, l'ancien commandant de l'armée de l'air. Un jour, il a fait une conférence. Il a réuni là-bas des laïcs qui ne comprenaient pas la position orthodoxe. Il leur a posé une question. Il leur a dit « C'est quoi un orthodoxe? Est-ce que vous savez c'est quoi un orthodoxe ?» La réponse qu'il a donnée, il a dit un orthodoxe, c'est ni plus ni moins que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. On vient tous de la même source, que ça soit en Pologne, au Maroc ou dans le monde, et on doit, on doit se remettre à la même source. On est tous des frères d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si jamais on doit retourner en galoute, il est clair que ce ne sont pas les tomates cerises du Kibbutz En-Gedi ou Mobilize qui va nous réunir. C'est ces valeurs du Ham Israël, et c'est là qu'il faut s'engager et investir dans ces valeurs. Donc se réunir autour des valeurs juives, c'est votre message. Merci beaucoup à vous, Rav David Toledano, d'avoir été avec nous ce soir pour les 3 questions. Restons dans l'univers politique impitoyable en Israël. C'est l'heure du parti pris de cette édition. N'y aurait-il donc pas assez de conseillers brillants en Israël pour que Naftali Bennett aille recruter 2 stratèges américains pour sa campagne électorale? Particularité, George Berenbaum et Tony Fabrizio sont des proches de Donald Trump. Et oui, mais est-ce que les recettes ayant fonctionné aux États-Unis sont une garantie de succès ici en Israël? En tout cas, le challenger de Benjamin Netanyahou y croit. Dur comme fer, Maurice Ifergan. Bonsoir Maurice. Bonsoir notre analyste. Alors, que ce soit l'idée globale de Bennett ou même le pédigré des 2 intéressés, ça nous donne quand même l'identité du public cible que va viser Naftali Bennett. Est-ce que vous dites que c'est une fausse bonne idée de recruter ces 2 stratèges? Totalement fausse, David. Je constate que Naftali Bennett a choisi des conseillers en guise de programme électoral, et pas n'importe quel conseiller, comme vous l'avez dit, des consultants et des sondeurs qui ont travaillé pour le Parti républicain, qui ont assuré aussi la victoire en 2023 de Donald Trump. Et donc, c'est pas n'importe lesquels. Maintenant, il faut aussi dire que ce sont les élèves d'Arthur Finkelstein, le célèbre Arthur Finkelstein, qui est lui aussi un stratège américain, mais qui a assuré à plusieurs reprises, notamment en 1996, la victoire de Benjamin Netanyahou sur Shimon Peres. Et comment il a assuré cette victoire? Par du contenu, pas par tactique, par du contenu. C'est lui l'auteur du fameux slogan
Netanyahou est bon pour les Juifs. On a donc compris que ceux qui votaient contre Netanyahou, finalement, n'étaient pas pour les Juifs. On a tout de suite saisi l'affaire. C'est aussi lui qui a inventé le slogan Shimon Peres divise Jérusalem. Ça a été radical pour le candidat travailliste. Vous voyez, c'était pas n'importe lequel. Et donc, ces deux conseillers, Georges Birnbaum et Anthony Fabrizio, sont des élèves de Finkelstein. Est-ce que ça va suffire pour remporter la victoire sur Netanyahou? C'est toute la question, parce que je pense que des conseillers en guise de programme électoral, ça marche pas. Pour le moment, la seule chose que ces conseillers vont faire, c'est de ramener la crédibilité de Naftali Bennett, qui a été vraiment entamé lors de son premier gouvernement de changement. Je vous rappelle que Naftali Bennett avait promis qu'il ne pourrait pas être Premier ministre avec moins de 10 sièges. Il l'a été avec 6 sièges. Il avait annoncé qu'il ne gouvernerait pas avec les Arabes. Il l'a fait. Et il a annoncé qu'il ne serait pas à gauche, et il l'a fait. Donc, finalement, la question qu'il faut résoudre pour les deux conseillers, c'est est-ce que Naftali Bennett doit aller seul ou faire une alliance avec ses alliés, Eisenkot et Lieberman? On reste dans la stratégie et la tactique et pas dans le fond. Et puis, allez savoir si ces deux-là ne seraient pas des taupes de Donald Trump pour mieux aider son ami Bibi. Merci beaucoup encore une fois, Maurice Ifergan. Eh bien, c'est l'heure du dossier de la semaine, la Russie, facteur X du Moyen-Orient. Et pour ce 4e épisode, on va voir comment cela s'est exprimé de façon spectaculaire il y a une dizaine d'années en Syrie. Alors, c'est l'histoire d'un comeback. Nous sommes en 2015. Bachar el-Assad ne contrôle plus que 25% du territoire syrien. Sa fin semble être écrite, mais au Kremlin, on a fait le constat d'un vide stratégique. L'Amérique d'Obama ne tient pas ses promesses de punir Damas pour l'emploi présumé d'armes chimiques. Un vide que l'armée russe ne va pas tarder à combler. Son intervention spectaculaire et efficace à l'automne sauve Assad et acte le grand retour de Moscou dans cette région du Moyen-Orient. Avant de vérifier ce qu'il reste aujourd'hui de tout cela, coup d'œil dans le rétro, Mathieu Winding. En 2015, la Russie s'impose comme un acteur militaire incontournable au Moyen-Orient. La Syrie en est le symbole, mais près de 10 ans plus tard, ce retour russe tient-il encore ou touche-t-il à ses limites ? La Syrie est le symbole le plus spectaculaire de ce comeback en 2015. L'intervention militaire russe sauve le régime de Bachar el-Assad. Moscou profite de l'impression d'immobilisme donnée par l'Amérique d'Obama. Ce dernier avait déclaré en 2013 que l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien constitue une ligne rouge. Quand Bachar el-Assad l'a enfreint, Barack Obama n'a rien fait. L'armée russe impose sa supériorité aérienne, renverse le rapport de force et s'installe durablement. Avec les bases de Khmemim et Tartous, militairement c'est un succès. La Russie prouve qu'elle s'est projetée de la force vite et efficacement. Mais cette victoire est incomplète, aucun règlement politique durable, un pays fragmenté et surtout une dépendance persistante à l'Iran et à ses groupes terroristes sur le terrain. La Russie gagne la guerre mais ne contrôle pas la paix. Aujourd'hui, le paysage syrien a changé. L'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Shara marque un tournant. Le nouveau leadership cherche à diversifier ses appuis, notamment par un rapprochement avec Washington et Donald Trump. Résultat, l'influence russe recule politiquement. Moscou conserve la base de Tartous et ses leviers militaires, mais perd son statut d'arbitre central. La Russie est toujours présente, mais elle n'est plus incontournable. Dans le reste de la région, le tableau est similaire. En Égypte, le partenariat avec le régime d'Al-Sisi reste visible mais limité, sans profondeur économique réelle. En Libye, la Russie continue d'influencer via des réseaux indirects, sans stratégie politique claire. Ailleurs, Moscou existe surtout à la marge, profitant des crises sans les structurer. 10 ans après son grand retour, la Russie paye les limites de sa stratégie, forte militairement, faible politiquement, présente partout, décisive nulle part. Son influence au Moyen-Orient s'effrite à mesure que les équilibres régionaux se recomposent. Ici, la Russie est donc le facteur X au Moyen-Orient. La milice Wagner serait le facteur Y. Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu, bonsoir, et merci pour ce dossier ce soir. Alors discrète mais parfois omniprésente, cette force Wagner qui est l'une des faces obscures, on va dire, de la puissance russe, pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs. Oui, le groupe Wagner, vous l'avez dit, a été très présent au Moyen-Orient, principalement en Syrie et au Liban, mais aussi en Ukraine et en Afrique. On le rappelle, le groupe Wagner, c'est l'arme secrète et non officielle du Kremlin. Elle permet des engagements, des interventions sans engagement officiel, de tester le terrain, de sécuriser des intérêts précis, comme par exemple des ressources minières en Afrique. Mais Wagner reste une milice, donc elle ne construit ni institution, ni alliance, ni stabilité. En Syrie, elle a été active à partir de 2015. Le groupe Wagner a soutenu le régime de Bachar el-Assad avec des milliers de mercenaires déployés pour sécuriser les champs pétroliers, comme à Palmyre en 2017, et les bases militaires russes en échange de concessions économiques. Ils ont participé à des offensives clés
contre Daesh avec des effectifs estimés à 2500 mercenaires en 2018, causant des centaines de morts confirmées. Donc Wagner a aussi opéré au Liban pour protéger les intérêts russes et soutenir le Hezbollah via des livraisons d'armes. Sa présence était aussi constatée en Libye et selon des rapports ukrainiens, le groupe Wagner aurait entraîné des terroristes du Hamas en Biélorussie avant le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, après la mort de son fondateur, Evgeny Prigojine, en 2023, Wagner a été réorganisé sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Ainsi, son autonomie s'est trouvée réduite, mais ses opérations au Moyen-Orient persistent à échelle réduite, dans un rôle de mercenaire pour des contrats énergétiques et géopolitiques. Merci beaucoup, Mathieu Hinding, pour cet exposé très complet. Avec nous ce soir également, Anna Borchevskaya. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy. D'abord, est-ce que vous diriez, vous, que la Russie, quelque part, a perdu son rôle d'arbitre en Syrie depuis l'avènement, justement, à Damas, de Ahmad al-Shara ? Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. En fait, la réponse courte, c'est non. Non, je ne pense pas qu'ils sont en train de perdre en Syrie leurs pieds. Contrairement à ce que beaucoup espéraient en Occident, avec la chute d'Assad, la Russie a pu préserver ses bastions en Syrie. Pas seulement cela. Il cherche à reconsolider son influence. Est-ce que vous pensez justement que Moscou peut encore peser politiquement à Damas, malgré le fait que maintenant, quelque part, il y a d'autres puissances qui sont là, notamment la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui est très influente sur le nouveau régime syrien? Quel est le rôle de Moscou aujourd'hui? Écoutez, Moscou a plusieurs rôles clés. D'abord, la Russie a pu garder ses bases militaires en Syrie. Et cela, en tant que tel, est assez extraordinaire, vu que Assad est tombé. Et Moscou a été son principal soutien. Et il était avec l'opposition. Donc les Russes ont perdu peut-être un peu le pied économiquement, militairement et économiquement, mais la Syrie a encore besoin de cette dépendance de l'aide militaire russe. C'est des décennies de dépendance avec l'aide militaire russe. Du point de vue pratique, ils n'ont pas d'alternative à cette aide militaire russe. Économiquement, vous voyez que la Russie s'est engagée dans le domaine du pétrolier. C'est les Russes qui impriment la monnaie syrienne et la Russie a repris la livraison du blé, ce qui est clé pour la Syrie. Diplomatiquement, la Russie peut parler avec toutes les parties, à l'interne, dans la Syrie, et avec les puissances extérieures comme la Turquie et Israël. Et vous pouvez voir de la manière dont Shara parle de la Russie l'année écoulée, il souligne la relation stratégique avec la Russie. Il a fait 2 voyages à Moscou. Et dans ces 6 derniers mois. Ouais, la Russie d'ailleurs où habite toujours Bachar el-Assad. Alors justement, l'autre paramètre, c'est quand même le rapprochement entre al-Shara et Donald Trump, qui apprécie beaucoup visiblement le nouveau président syrien. Est-ce que vous dites que ce retour de Trump en Syrie, ça signe encore une fois une sorte de déclassement stratégique des Russes, une bascule, ou bien, comme vous dites, Poutine conserve quand même une carte avec notamment ses bases militaires en Syrie? Mais écoutez, je pense, vous savez, c'est un peu trompeur. D'un côté, oui, il y a eu un changement de leadership en Syrie et la chute d'Assad est historique de manière absolue. Ça donne à la Syrie la possibilité d'avoir un avenir meilleur. Mais le fait que les leaders vont et viennent entre la Syrie et la Russie et que la Russie veut maintenir cette position. Et nous savons qu'Al-Shara a fait un deal quand ses forces marchaient sur Damas et la Russie a été d'accord d'abandonner Assad pour avoir un poste dans la Syrie post-Assad en Syrie. Et donc, Al-Shara peut parler avec Trump et il essaie de positionner la Syrie
en termes d'une orientation plus pro-occidentale. Donc, il y a un engagement auprès de l'Occident, mais ça ne change pas le fait qu'il est encore engagé auprès de la Russie. Effectivement, donc à surveiller cette relation complexe Russie avec la Syrie. Merci beaucoup à vous, Anna Borchevskaya, d'avoir répondu ce soir à nos questions dans le cadre du dossier de la semaine. Autre chose difficile ces temps-ci, malheureusement, d'échapper à l'actualité en lien avec l'antisémitisme. De quoi peut-on parler dans une synagogue en France aujourd'hui ? Le parti LFI annonce avoir saisi la justice et accuse la grande synagogue de Lille d'avoir organisé fin janvier une réunion politique, je cite, d'extrême droite. Accusation aussitôt démentie par l'organisateur. Anna Papiachvili nous attend à Paris dans nos studios. Bonsoir Anna, on parle d'une conférence autour d'Éric Nolot à laquelle a participé notamment Mathieu Vallée qui est député RN. Bonsoir. Oui, le 28 janvier dernier, Éric Nolot, l'écrivain, est invité pour présenter son dernier livre à la Grande Synagogue de Lille, un ouvrage intitulé « La République, c'est lui », une référence à une phrase qui a été prononcée par Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, en 2018, lors de la perquisition des locaux de LFI. « La République, c'est moi », avait-il dit précisément. Et puis à cette conférence, il y a de nombreuses personnalités publiques et politiques, comme l'eurodéputé Mathieu Vallée, candidat du Rassemblement national au municipal de Lille. Et c'est là que le bas blesse pour les députés LFI Hugo Bernalicis, David Guiraud et Aurélien Lecoq, puisqu'ils estiment que qu'avec cette présence, la Grande Synagogue de Lille a été utilisée comme un lieu de campagne électorale en violation de la loi de 1905 interdisant les réunions politiques dans les lieux de culte. Ils ont donc saisi la justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale afin qu'une enquête soit ouverte. Des accusations catégoriquement rejetées par Guy Bensoussan, le président de la communauté juive de Lille et l'organisateur aussi de cet événement. Il a assuré qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une réunion politique, qu'aucun sujet politique n'avait été abordé, mais d'une conférence culturelle, en rappelant que cette synagogue accueille régulièrement ce type de rencontre, que cela plaise à M. Mélenchon ou pas, a poursuivi Guy Bensoussan. Alors de son côté, le président de la communauté juive de Lille a toutefois regretté que la présence de l'élu Rassemblement national ait été rendue publique, indiquant qu'il n'aurait pas autorisé sa venue s'il en avait été informé. Pour Guy Bensoussan, il faut appliquer une règle stricte. Cette règle, c'est d'exclure aussi bien le Rassemblement national que la France insoumise des événements qu'il organise, qu'il qualifie en fait de partis extrémistes. Merci beaucoup Anna Papiachvili depuis Paris donc, et nos studios pour ces précisions. Eh bien, il est avec nous justement le vrai Éric Nolot. Bonsoir, merci à vous. Écrivain, auteur, on vient de le dire, de l'ouvrage La République, c'est lui, chez Fayard. Question, qui a le droit de dicter à une synagogue ce qu'on peut y dire, ce qu'on peut y parler ? Les insoumis ? Écoutez, c'est une histoire à la fois extravagante et puis qui traduit bien malheureusement le climat qui règne en France. Il ne s'agissait évidemment pas d'une réunion politique. J'ai répondu à l'invitation de la communauté israélite de Lille. Tout le monde était le bienvenu et il y avait, oui, parmi le public, un député RN. Nous n'avions pas invité nommément, il avait voulu assister à la conférence, ce qui est bien son droit, mais il y avait aussi une députée Renaissance et des tas d'autres personnes qui représentaient d'autres sensibilités. Donc, écoutez, on voit très bien ce qui se cache derrière cette plainte. C'est encore une fois une agression contre la communauté juive. Voilà, je ne suis qu'un prétexte, la synagogue de Lille n'est qu'un prétexte. Monsieur Mélenchon a fait de l'antisémitisme un outil de conquête du pouvoir. Cette affaire n'en est que l'énième épisode. Ouais, donc vous nous dites qu'il y avait un panel pluraliste dans cette synagogue. D'ailleurs, de quoi, en gros, sans être indiscret, vous avez parlé tout au long de ces échanges ? Et nous avons parlé de tout, puisque après une petite présentation, le public a eu largement la parole et nous avons abordé, ça allait de l'éducation nationale au statut de la lecture. Enfin bon, voilà, c'était tout ce qui peut se passer dans une réunion quand les questions sont ouvertes et la parole est libre. Enfin. Dans ses derniers tweets, M. Mélenchon dit que c'était organisé, en fait, que je me produisais, si j'ose dire, en coproduction avec Mathieu Vallée, le député RN. Moi, je ne savais pas qu'il était là. Je ne l'avais pas vu dans le public. Il est venu se présenter à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Non, mais de toute façon, écoutez, des élections municipales approchent, donc il faut une nouvelle fois instrumentaliser l'hostilité envers la communauté juive de la part de la France insoumise. Ça devient malheureusement une habitude et je trouve que ça atteint un niveau extrêmement préoccupant, cet antisémitisme d'atmosphère de la part de la France insoumise. Donc vous dites qu'il y a un pari délibéré justement de miser sur cette vague un petit peu de sentiments anti-juifs en France de la part des insoumis ?
Ils ont repéré, ils ont mesuré que l'antisémitisme pouvait être payant d'un point de vue électoral. Nous sommes à quelques semaines d'échéances très importantes, des échéances municipales. C'est pas un hasard, je crois, si M. Mélenchon s'en est pris à moi et à la synagogue de Lille pendant un meeting de soutien à David Guiraud qui brigue la municipalité de Roubaix. Enfin, tout ça est cousu de fil blanc. Et je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas plus de réactions de soutien et de solidarité à la synagogue de Lille, qui est, encore une fois, qui est attaquée par des gens dont l'antisémitisme, pour moi, ne fait plus aucun doute. Ouais, effectivement, on attend des réponses aussi. Alors, est-ce que dans le fond, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, certains surveillent plus les synagogues que certaines mosquées radicalisées ? Est-ce que c'est aussi l'une des faces du problème aujourd'hui, quelque part ? Ah bah évidemment. On a vu quand même des députés LFI faire leur propagande électorale dans des mosquées sans que ça soulève le moindre problème. Mais en effet, la communauté juive est beaucoup plus visée, les synagogues sont beaucoup plus surveillées. On devrait plutôt les protéger que les surveiller. Monsieur Mélenchon devrait exprimer sa solidarité envers les agressions innombrables dont sont victimes les juifs de France. Non, mais écoutez, tout ça est assez honteux. Je savais que puisque 2027 sera le dernier tour de piste de M. Mélenchon, je parle de la présidentielle, il ne reculerait devant rien, mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite et aussi loin. Ouais, à suivre de près, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait rassurant à certains égards. Merci beaucoup à vous, Éric Nolot, de nous avoir accordé ce soir quelques minutes dans la grande édition en direct. On va rappeler quand même, évidemment, la principale information de cette soirée. On l'a pris juste avant, justement, le journal, c'est-à-dire que les discussions prévues vendredi entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, désormais sont compromises apparemment dans un climat de grande confusion diplomatique. C'est Barak Ravid, le journaliste israélien, qui écrit dans les colonnes du média Axios de référence aux États-Unis. Les pourparlers donc, qui étaient programmés à Istanbul puis à Oman auraient été tout simplement annulés, purement et simplement. D'autres sources estiment qu'il ne s'agit pas encore d'une rupture définitive, donc ce qui laisse entendre qu'il y a encore la place, pourquoi pas, à un compromis si Téhéran faisait preuve de souplesse, puisqu'apparemment, eh bien, ce qui a précipité cette volte-face des Américains, c'est le fait que Téhéran ait décidé de modifier le lieu, donc passer d'Istanbul à Oman, et aussi la nature des discussions. Les États-Unis qui souhaitaient inclure le dossier balistique et pas seulement le nucléaire, comme le souhaitait le régime des ayatollahs. On suit évidemment de très près ces développements, puisque c'est l'ensemble de la région qui se retrouve à nouveau en alerte ce soir suite à cette annulation provisoire, encore une fois, des négociations. Merci de votre attention. Tout de suite, ça se débat. Raphaël Hassine, ses débatteurs, qui va revenir évidemment sur ces développements. Très bonne soirée à tous sur Actuality France.